Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On parle enfin d'Avax. On va prendre le temps qu'il faut de traiter correctement enfin ce sujet. Et c'est avec grand plaisir que je le ferai. Alors on va faire un petit disclaimer comme on le fait à chaque fois. Beaucoup d'encre a pu circuler à ce sujet-là, soit à l'intérieur de mon propre Discord, soit sur Internet. On m'a fait dire certaines choses, etc. Bref, je vais donc, par preuve de transparence ici, vous expliquer donc quelle est la démarche. Je ne cherche pas à me venger, ni à imposer ma vision, ni quoi que ce soit. Et les gens qui le prétendent sont souvent des gens qui ne font pas du tout référence au contenu que j'ai pu dire. Donc, je vais enfin pouvoir m'exprimer pleinement, aussi longuement que nécessaire sur ce sujet. Donc, entrons dans le terrier du lapin blanc, sautons dans l'univers d'Avax. Pourquoi j'aime beaucoup certains aspects de ce projet, pourquoi d'autres endroits me font extrêmement peur. Bref, on va vraiment en parler. Alors, disclaimer, je ne possède pas Avax en portefeuille et n'envisage pas d'y investir. Mais ça ne regarde que moi, comme d'habitude, et même si certains pensent que je suis incapable du coup de rester objectif, c'est malheureusement bien mal me connaître. Donc la méthodologie qu'on a appliquée sur les autres analyses précédentes, je vais tout simplement appliquer la même ici, avec la même rigueur. Je vais tenter de supprimer au maximum tout jugement personnel pour éviter justement de sombrer dans ce territoire de la subjectivité et des avis propres. Je vais donc présenter des faits. Je vais présenter l'interprétation que je fais de certains faits dans la mesure où je vais éviter de supprimer tout biais personnel, d'accord ? Je vais essayer de rester factuel, mais donc évidemment de lever les points d'orgue que je note par rapport aux situations similaires que j'ai pu voir dans d'autres projets. Donc, on va évidemment, donc, comme on l'a dit, utiliser le même processus d'analyse et faire des analyses comparatives. Dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien, etc. Il y a définitivement des choses extrêmement intéressantes dans ce projet. Il y en a d'autres qui sont moins bien et on va donc lever les avantages, les inconvénients. Tout ça, évidemment, dans un objectif de maîtrise derrière de la gestion des risques pour que vous soyez non pas influencé, mais informé. C'est ce que je souhaite faire depuis le début, et malheureusement, beaucoup de gens ici ont très mal compris ma démarche depuis le début, pensant que je voulais taper sur leur coin. Bref, on a longuement parlé déjà de ces guerres tribales, je ne relance absolument pas ce débat, d'accord ? Simplement, donc, présenter des faits, et après, vous en faites ce que vous voulez. Chacun gère son portefeuille comme il veut, et il n'a jamais été question de vous influencer dedans. Allez, c'est parti. Donc, AVAX. On commence comme on l'a fait pour les autres. On va retracer l'histoire du token, de sa vision, de son white paper, de son initial token offering et de sa distribution, de tous les choix stratégiques qui sont faits pour essayer de dresser un profil type de risque de ce type d'investissement. On analyse derrière la dynamique du supply et la dynamique de la demande d'un autre côté. On regarde ce que ça produit sur la structure de prix. Et évidemment, une fois que ces hypothèses sont vérifiées pour arriver au jour J, on regarde la roadmap de qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce que ça peut produire sur les prix, avec toujours un aspect bipolaire, c'est-à-dire que si vous trouvez un mec qui vous donne une seule projection sur un scénario, c'est un con, donc évidemment, je ne ferai jamais ça. Je vous donnerai les deux grands scénarios que j'entrevois pour l'avenir d'AVAX. Et bien évidemment, sachez qu'il s'agit de gestion du risque. Donc vous faites après ce que vous voulez entre la pondération que vous faites des probabilités de ces deux scénarios. Je ne vous donnerai pas la mienne pour éviter donc de jeter un biais personnel là-dedans. Donc je vous donnerai les deux scénarios et à vous, à la fin, de voir quel vous semble le plus probable et quelle sera donc la façon de s'y exposer si tel est votre choix. Voilà ce qu'on va faire ici, donc j'essaierai de supprimer tout biais personnel. Ceux qui me connaissent savent que bien évidemment j'arriverai pas à être parfait, donc certaines de mes biais personnels vont probablement transpirer un petit peu, mais j'essaierai de les faire les plus petits possibles pour rester objectif, présentant donc ici des faits plus que des avis non étayés. Allez, c'est parti. Donc, Initial Token Distribution, au lancement 360 millions d'AVAX et il en restera 360 millions d'autres. Donc 50% du supply au Genesis a été minté, le reste servira à des staking rewards qui seront distribués over the following decades. Donc ça durera plusieurs dizaines d'années. Bref, ils ont une réserve d'inflationnistes pour la mise en place. Mais attention, donc fixed cap supply, ce qui veut donc dire qu'il y aura probablement un ajustement du mécanisme inflationniste via différents systèmes et on verra quels sont les choix stratégiques
actuelle, et on entreverra évidemment les choix potentiels futurs si changement devait y avoir. Donc derrière, comprendre que les seed sales ont donc été mis en place sur plusieurs sales, donc une seed sale, private sale, et derrière les fameuses public sales. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit donc les prix de lancement, donc 2,5% du supply à 33 centimes les cocos pour un jeton qui est monté à 150. Donc on est sur du plus de 400 fois les bénéfices pour ceux qui ont bénéficié de ce prix-là quand ils étaient à l'ATH. Ça vaut évidemment, là encore une fois, si on le met en perspective des autres initial supply, on est sur un gavage de l'investisseur privé qui est arrivé évidemment en seed sale. Ça va de soi pour toutes les private sales et public sales qui ont toutes été réalisées plus ou moins avec 50 centimes le jeton, 85 centimes pour les public sales option B. D'accord, donc on va dire globalement une grande partie du supply a été distribuée à 0,5. Une petite partie au-dessus, une petite partie en dessous, mais on comprend donc que globalement, on va dire, le token Initial Supply a été vendu à des investisseurs pour lever des fonds à un prix moyen de 50 centimes, donc fois 300 par rapport au prix de l'ATH actuel de ce marché. Le reste de la distribution, on regardera après la façon dont ça a été mis en place sur le token Genesis, puisqu'il y a un autre site qui le présentera beaucoup mieux que celui-ci ici, mais donc bien de comprendre qu'en termes de levée de fonds, l'entreprise a donc levé plus de à peu près, on va dire, 60 millions de dollars, bon, 56 pour être précis si on veut vraiment jouer là-dessus, et la levée des fonds s'est effectuée en 2019, donc on remet les choses en contexte, on était au début d'un bull market, donc beaucoup de demandes, et ils ont donc levé des fonds très très facilement, et en termes de dimensionnement du projet, on l'a vu par exemple, Atom, qui a des ambitions énormissimes, on était pareil là 2017, donc au début d'un bull market avant la bulle de 2018, n'avait levé que 12 millions de dollars, 18 millions de dollars. Donc là, on est sur un truc qui a levé pratiquement 3 fois plus. Donc il faut quand même encore une fois remettre les choses dans leur panier. Ici, en termes de levée de fonds, on y est allé large, sévère, on a bien tiré sur l'investisseur privé, et attention, j'ai pas dit qu'ils se sont fait arnaquer, vous avez qu'à voir le prix auquel ils ont levé les tokens, les mecs ont fait du x300. On est sur du fatas. Donc, bien évidemment que ces mecs-là ont récupéré des profits, et c'est ce qu'on regardera plus tard. Le token Genesis, très intéressant donc par rapport ici au choix stratégique fait par l'entreprise, quant à donc à la distribution de la valeur initiale, eh bien les investisseurs qui ont donc levé quand même une sacrée paquet de pognon, d'accord, ne représentent rien du tout au Genesis, puisque derrière, tout le reste, on se le garde pour les bounties, la team et l'écosystème, c'est-à-dire la team sous une autre forme. Donc bref, entre guillemets, les investisseurs lèvent 55 millions de dollars et on leur file même pas un tiers du token supply, c'est quand même pas très généreux. C'est quand même pas génial en termes de distribution, je suis désolé, et encore une fois, c'est pas des appréciations personnelles, c'est le fait, vous avez qu'à regarder tout ce que les autres projets ont levé comme fonds, là en termes de distribution du supply, c'est oh les cocos, donnez la thune, on garde tout pour nous, et on verra bien la distribution de valeur. Donc déjà, ce genre d'ICO, très risqué, il faut vraiment effectivement que le projet soit très porteur, pour que quand vous payez pour recevoir même pas un tiers de la market cap derrière, c'est de dire, ils ont plutôt intérêt à produire de la valeur. C'est-à-dire que c'était un projet extrêmement risqué déjà à l'ICO. Donc il fallait que le prix soit très bas et il fallait que beaucoup d'investisseurs se positionnent pour facilement lever ces fonds. Et ils étaient très dilués par les capitaux de l'entreprise à ce moment-là. Évidemment, cet aspect-là, qui est donc très mauvais, a été compensé par des aspects beaucoup plus positifs quant à l'allocation des différents fonds. C'est-à-dire que les public sales étaient plus facilement débloquables en termes de durée que ne le sont les différents fonds relatifs. Puisqu'on le voit donc, les distributions ici sont extrêmement longues pour effectivement ces jetons de long terme. C'est ce qui vient donc compenser le risque. Donc encore une fois, loin de moi l'idée de dire que c'est tout pourri et qu'ils vont juste vous dumper sur la gueule, mais c'est juste de dire que la distribution du supply est excessivement asymétrique, mais qu'elle se normalise sur la durée. Ok, mais donc il faut le noter par rapport aux autres Genesis Supply qu'on a pu voir ailleurs, où les teams se réservaient par exemple Cosmos 20% et 80% aux investisseurs. Ici, on est sur l'extrême opposé, mais cette asymétrie extrêmement risquée pour l'investisseur principal a été compensée donc par de très longues vesting schedules pour une partie des tokens.
Ok? Attention, hein, il y a quand même une partie des tokens, 50 millions, hein, donc pratiquement la moitié de ce que les investisseurs ont, hein, qui sont déjà complètement débloqués au bout d'une année. Donc c'est loin d'être parfait les cocos, hein, mais il y a des mécanismes de compensation à ce niveau-là. Bref, pour ma part, sans interprétation personnelle, je trouve qu'on est sur un Genesis très mal distribué et sur une levée de fonds assez conséquente par rapport à un projet de cet ordre-là. On le verra après, puisque ce qui est important, c'est de voir quelle était la vision du projet à cette époque-là. Bref, derrière, donc comme on l'a vu, les différentes supply curves qui nous montrent donc derrière, à terme, la façon dont l'inflation basée sur le jeton va se retranscrire. On est sur un jeton hyper inflationniste, donc je vous laisse imaginer la courbe hein, qui se met plus ou moins, on va dire, en 3 phases. La première phase qui se termine, on va dire, en mars 2022, donc un gros changement à venir sur la distribution des tokens en ralentissant le rythme d'inflation à partir de mars 2022, donc on est déjà un premier timing à prendre en compte. La deuxième, très légère, mais réduction à noter quand même, se mettra en place à partir d'octobre 2024. Bref, on va rentrer donc dans un cycle de réduction de l'inflation entre mars 2022 et 2024, qu'on va donc prendre en compte dans la perspective future. Rappel, on analyse la dynamique du token supply, la dynamique de la demande, et évidemment, on regarde ce que ça produit sur les prix et les perspectives futures. Mais donc là, premier truc à noter, il y a un gros changement à venir au mois de mars quant à la réduction de l'inflation astronomique des jetons précédemment mis en circulation. Ça se voit sur le token supply ici, hein, donc sur un an glissant, d'accord, 76 millions de jetons en circulation, on est à 245 millions aujourd'hui, c'est plus de 300% d'inflation, c'est fulgurant. J'ai vu absolument aucun projet de l'ordre d'Avax, en termes de market cap, avoir un supply similaire. Donc, quand je vous disais que le supply d'Avax, c'est absolument horrible, je mentais pas, maintenant vous avez les chiffres devant, vous en faites ce que vous voulez. D'accord ? La dilution du supply, c'est que pour obtenir une hausse de prix, il faut compenser toutes les ventes potentielles. Et c'est là qu'il va falloir faire attention. Parce que quand je vois pas de réaction sur les prix avec l'augmentation fulgurante de la dilution potentielle du supply, ça veut dire une chose, que ça n'a pas été vendu. Et ça, c'est là où on rentre dans l'interprétation, c'est libre à vous de faire le choix. Soit tout simplement, ça veut dire que les mecs qui ont payé 50 centimes le jeton, quand à ce moment-là, le prix de circulation est de 50, c'est-à-dire que les mecs ont fait x100, peut-être qu'ils décident de ne pas vendre parce qu'ils pensent que le projet vaut encore plus que ça. Ça, c'est une des hypothèses. Comme je vous dis, ici, je ne donnerai pas mon appréciation personnelle, je fais simplement office des chiffres. Ils sont ce qu'ils sont. Vous pouvez choisir de les ignorer, mais les deux options les plus probables sont que d'une part, ces gens-là n'ont pas vendu, donc attention, ils cumulent les bénéfices jusqu'à ce qu'ils commencent à vendre, donc ça veut dire qu'ils risquent de vous dumper sur la gueule à un moment donné, hein. Et ils sont nombreux, hein, puisqu'on l'a dit, il y a pratiquement 300% des jetons qui ont été créés sous un an. Enfin, il y a plus de 2/3 de la market cap en circulation qui a été créé l'année dernière, qui a été introduit sur le marché l'année dernière. Probablement qu'une partie n'a pas été vendue, et si elle a été vendue, quelle est la deuxième hypothèse, très bullish dans le cas-là, c'est que toutes ces ventes ont été très largement absorbées par le marché. Dans ce cas-là, la demande est extrêmement forte. On le fera dans l'analyse de la demande. Mais au niveau supply, c'est tout pourri et vous ne pouvez pas dire le contraire. Deuxième point qui m'inquiète énormément sur Avax, et je vous rassure, hein, je commence par les trucs pas cool, parce que la partie à chier sur Avax, c'est toute la partie supply. La partie demande, c'est là que se trouve l'intérêt du jeton, donc rassurez-vous, hein, je vous tape pas dessus volontairement les gars, les bonnes choses arrivent après. Mais je préfère commencer par le pire, comme ça après, le meilleur est à venir. Donc, la deuxième partie qui m'inquiète, mais au possible sur Avax, la distribution du token et le suivi. Comme on l'a vu, encore une fois, on place ça en contexte. Si je prends Atom par exemple, mais c'est le cas pour plein d'autres, le Genesis Supply a souvent été donné en entier. C'est-à-dire que soit la boîte en question va permettre de rendre public l'identifiant des différents comptes qui ont reçu au moins les jetons qui sont type Community Fund et Team, c'est-à-dire qu'on déclare les adresses en question. Là, côté Avax, niet, nada, que dalle. On ne sait pas du tout où est partie la thune qui a été levée, et on l'a vu, en plus de ça, il y a plus de 60% de la thune qui est partie à autre chose que des investisseurs privés qui ont quand même levé 55 millions de dollars. Ils ont mis la thune sur la table, on en a pris 60% qui sont partis dans un trou noir, et on ne sait pas. Alors, c'est une blockchain, donc on sait, mais là, le truc que j'aime pas, regardez la distribution du token, d'accord ? Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit de similaire sur une autre blockchain ? D'accord ? Sur les autres blockchains, vous l'avez vu, normalement, les tokens distribution
qui sont majoritaires, c'est-à-dire par exemple la team, la fondation, etc., normalement représentent des pourcentages significatifs. Là, c'est de dire, mis à part Wrapped AVAX, tout le reste, c'est de la distribution toute petite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la team, elle s'est octroyée je ne sais pas combien de wallets qui ne sont absolument pas du tout déclarés. On ne sait pas qui c'est. Bref, on peut théoriquement tout voir, mais il faudrait faire une analyse profonde de tout le token supply pour tracer toutes les transactions qui ont été faites depuis Genesis. Bon, très honnêtement, si je voulais faire une analyse purement profonde, je pourrais le faire, mais j'ai d'une autre chose à foutre et ça prendrait un temps et une énergie colossales. Donc ici, il y a deux conclusions. Pourquoi c'est dilué alors que c'est les seuls à avoir fait un truc? Il y a peut-être une raison, mais il va falloir me l'expliquer, parce que moi, tout ce que je vois ici, c'est une énorme zone d'ombre et d'énormes soucis de transparence, alors que d'autres le font sans même poser la question. Donc, pour moi, jeter le flou en distribuant dans je sais pas combien de wallets, d'accord? Ils ont reçu 60% du supply, les gogoles, hein, sous différentes formes, et pourquoi ça finit dans des centaines de wallets non déclarés? Je n'aime pas du tout l'obscurité qui est jetée là-dessus. Donc, niveau token supply, entre la vision qui est mise en place dans la distribution du token, plus de 60% et pas du tout réservé aux investisseurs qui ont pourtant levé les fonds pour financer le truc. Derrière ces 60%, on ne sait pas où ça va et c'est distribué, masqué. C'est-à-dire qu'il va falloir se taper une investigation pour savoir qui a fait quoi, qui aurait éventuellement vendu, etc. Bref, tout ce que j'ai pu faire en l'espace de 15 minutes sur Cosmos parce que tout était déclaré, ça me prendrait des centaines d'heures si je devais tout tracer sur Avax. Pourquoi ? Je n'apporte pas la réponse, je n'accuse pas, je dis juste que je n'aime pas. Ça aurait pu être beaucoup plus simple que ça et ça aurait clairement facilité l'aspect transparence. Donc deux gros points noirs, distribution du token très favorable à l'entreprise, beaucoup plus sanctionnée pour l'investisseur qui a pris beaucoup de risques à la ICO. Hein, maintenant, il fallait acheter un bon projet et on va le voir, c'est un très bon projet. Mais les mecs ont pris beaucoup de risques. Hein, ils ont franchement acheté 30% du supply très cher. Et donc derrière, absolument aucune visibilité sur la distribution et les différentes actions qui sont réalisées, aucune transparence sur la distribution du token fait par la fondation derrière, beaucoup d'opacité que je n'aime pas. Allez, désolé les gars, il fallait passer par là. Je vous ai donné toute la merde d'Avax. Tout ce qui, j'ai toujours été franc, lève énormément d'inquiétude de ma part, mais je ne peux pas accuser à tort. Je lève des doutes et je vous laisse le soin d'interpréter. Vous avez le droit de penser, comme on l'a vu, que tout simplement les investisseurs n'ont pas vendu sur vos gueules, ne le feront pas parce qu'ils ont acheté un super bon projet et qu'ils estiment que ça vaudra beaucoup plus que ça. Dans ce cas-là, on comprend pourquoi l'action de prix est très haussière malgré une dilution du token supply énormissime sur l'année dernière. Le deuxième point, dans ce cas-là, l'opacité qui vient du supply n'est pas nécessairement avec pour but de cacher le truc parce qu'ils vont vous dropper dans la gueule, ce que je ne pense pas personnellement, mais pourquoi s'emmerder à diluer ce truc-là, alors que ça aurait pu être beaucoup plus simple? Je n'aime pas les zones d'ombre, ce sont des risques. Vous le faites comme vous voulez, mais voilà ce que j'ai vu moi depuis le début. Entre la façon dont les tokens ont été distribués et l'inégalité de la proportionnalité entre l'entreprise et les futures dépenses qu'elle prévoit de financer grâce aux tokens qu'elle s'est auto-octroyés par rapport aux investisseurs, et derrière l'opacité totale quant à la distribution de ces tokens sur différents wallets, malgré la transparence des blockchains, ça nécessite donc un travail d'analyse que, pour l'instant, je n'ai pas vu. Je n'ai vu personne le faire. Et je suis bien dommage de trouver ça. Donc peut-être qu'à l'entreprise serait bien de lever ce voile afin de lever ces incertitudes. Donc moi vous me connaissez, je suis d'une nature méfiante, mais je ne suis pas accusateur. Donc je lève les problématiques comme étant des risques. Ça ne veut pas dire qu'un risque se manifeste toujours. Voilà. Si ça se trouve, ces risques vont s'éclaircir dans le temps et rassurez-vous, un risque qui ne se produit pas, ça se traduit d'ailleurs par une hausse de prix. On va en parler après. Maintenant qu'on a vu tous les problèmes du token supply, parlons de l'utilité. Avax. Putain que ce projet est génial. Je vous jure que j'adore le projet. J'aime pas le supply, mais alors qu'est-ce que j'aime le projet? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est pratiquement le seul consensus qui ait réussi à apporter quelque chose. Alors je vous ai fait une vidéo intégrale sur le système de consensus pour vous montrer que l'apport a été plus que surmédiatisé alors que c'est pas grand-chose. Mais c'est un pas grand-chose qui est quand même bien. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu d'innovation dans le système de la blockchain depuis des années. Et effectivement, c'est vrai que ce système de consensus en Snowman est assez intelligent, très intelligent. L'apport économique qui en est fait, je vous explique tout ça dans la vidéo en question, je le trouve assez limité. C'est-à-dire que ce qui a été fait de cet apport-là a servi à augmenter la taille du panel de gens éligibles à la distribution. Et comme on l'a vu, c'est un modèle économique
qui est souvent associé à la sécurité due à la centralisation, etc., c'est une énorme connerie. Je vous ai démonté absolument tout ça. La sécurité des blockchains est quasi équivalente entre tous les protocoles. Il y en a qui sont un peu mieux que d'autres, comme on l'a dit, mais il s'agit de 99,9% versus 99,999%. Bref, on est sur des occurrences très peu probables. Aucune des blockchains n'a intérêt à être corrompue et ceux qui s'y risqueraient auraient beaucoup plus à perdre, quel que soit le modèle économique. La principale chose à comprendre, c'est que c'est une histoire de répartition de la valeur du pouvoir de validation à l'intérieur de ces blockchains. Pour ça, Avax a vu large. Elle veut faire participer un maximum de personnes et ce consensus Snowman permet donc de répartir la valeur entre plus de participants actifs. Et ça, j'aime beaucoup, parce que c'est le bon côté du protocole Avax et de cet ajout du Snowman consensus au-dessus d'un BFT classique, qui revient à dire, on l'a vu, il y a la méthode Cosmos qui revient à dire la sécurité d'un bloc de validation peut être assez centralisée, donc on va proposer à ce système non centralisé de créer autant de blocs de sécurité dont il aura besoin. Bref, on va créer de la sécurité sur mesure avec tous les risques que ça correspond, d'accord ? Il y aura effectivement probablement des déséquilibres, mais il part du principe qu'un écosystème va naturellement s'auto-équilibrer. Bon, chez Avax, on n'est pas du tout sur la même chose. On ne fait pas confiance au chaos et au futur, et à ces soi-disant mécanismes d'autorégulation. Chez Avax, il faut prévoir dès le début tous les problèmes. Donc, on ne veut pas prendre le risque d'une sécurité qui s'autorégulera, on va instiguer un niveau de sécurité légèrement supérieur aux autres. Qu'est-ce qu'on en fait, comme on l'a dit ? Eh bien, c'est de dire on participe plus largement au consensus via des artifices mathématiques qui maintiennent la sécurité tout en élargissant le système d'éligibilité au PBFT. Et derrière, ce qu'on a, c'est un block time un petit peu plus rapide qui passe donc, on va dire, à une moyenne d'un BFT classique de 4 à 6 secondes. Ici, on redescend jusqu'à des durées de 2 secondes, voire peut-être moins, puisqu'il y a encore des phases d'amélioration possibles. C'est la première des choses. Donc, un consensus un peu plus efficace que les autres, c'est pas une révolution, d'accord, mais c'est un avancement intéressant dans les méthodologies de consensus. L'utilité qui en est faite, c'est tout simplement de mettre en place derrière un block time plus rapide et une participation au processus de validation actif plus large. Je vous rappelle que ça donc ne change rien à la sécurité du réseau, ça veut juste dire que les participants actifs sont plus larges et ont un droit à participer au système de rémunération économique de la production des blocs. Ok. Derrière, l'autre méthodologie extrêmement intelligente qui est mise en place par Avax, puisque donc la vision du projet, déjà à l'intérieur du white paper, et c'est ça qui me fait un peu peur dans le white paper, puisque j'aime pas trop ces projets-là, qui s'attaquent directement à un compétiteur existant. Bon, Avax, il n'y a qu'à lire le white paper pour comprendre que l'attaque, c'est EVM. C'est de dire, voilà ce qui a été proposé par le VM, c'est génial, etc. Mais il y a énormément de problèmes quant aux différents mécaniques, etc. Et la transition Proof of Stake de l'Ethereum 2.0 n'a pas théoriquement résolu l'intégralité de ces problèmes. Bref, pour faire simple, ce que veut faire Avax, c'est faire mieux. Et c'est très visible. Le but, c'est de dire, voilà ce que propose Ethereum, nous proposerons mieux, mais encore une fois, c'est dans la nuance de ce mieux. Quel est réellement l'apport de ce truc-là ? La communication orchestre tout autour de la sécurité. Je vous ai démonté ça dans la vidéo sur le consensus. La sécurité est relativement équivalente. Le changement relatif à l'amélioration du système par un Snowman Consensus Protocol est si négligeable que c'est sombrer dans le domaine des idées et dans le domaine de la philosophie que de chercher une différence si infime dans ces protocoles. La sécurité est la même. Donc, Avax n'amène pas plus de sécurité que Ethereum. La seule chose qu'amène Avax, c'est une finalité plus rapide des transactions avec un niveau de sécurité relativement comparable. Mais c'est une avancée quand même hyper importante. La fast finality en 2 secondes d'Avax, ça, c'est l'innovation technologique de cette blockchain. Alors arrêtez de vous branler la nouille avec le consensus, etc. Un bloc plus rapide avec une sécurité équivalente, c'est là que se trouve l'intérêt d'Avax par rapport à Ethereum. Ok ? C'est la seule chose qui, vraiment, je trouve, a énormément de valeur chez Avax. Sans sacrifier la décentralisation, ils ont réussi à augmenter la capacité de sortie de transactions via des blocs plus rapides. Et évidemment, ils ont vu dès l'époque le problème de scalabilité auquel était confronté déjà Ethereum et l'ont bien compris. Je vous rappelle qu'on est sur un truc qui n'est pas si vieux que ça, la levée de fonds 2019. Donc on n'est pas sur un machin qui est vieux comme Cosmos, etc. On est sur une vision très récente. Les problèmes auxquels était confronté Ethereum étaient déjà plus ou moins
entre visibles. Ces gens-là les ont vus et ils ont compris tout de suite le problème. Il va aller avoir des problèmes de scalabilité pour Ethereum. Ils ont donc d'ores et déjà imaginé des solutions de scalabilité horizontale. Et c'est très intelligent parce que déjà à l'époque, on va dire qu'à l'intérieur des sphères privées du domaine très fermé de ces systèmes-là, ça discutait déjà un problème de scalabilité horizontale, mais effectivement, ces gens-là ont apporté une solution très intelligente. Quelle est cette solution? La solution, c'est donc de splitter la blockchain d'ores et déjà en proposant dès la mise en place un protocole de mise en place d'un consensus qui est donc réparti sur différentes chaînes qui réalisent chacune des actions différentes. La première chose très intelligente, mais c'est pas les seuls, hein, on a la même chose par exemple chez Cardano, qui est donc de splitter la chaîne de consensus sur les transactions et la chaîne de consensus sur le smart contract, qui permet donc de simplifier derrière le pratique d'une simple échange de chaînes basé sur le transfert de valeur, et à côté de ça, sur le transfert de valeur conditionné via l'exécution de smart contract, donc la lecture d'un code et via une EVM. Et évidemment, comme on s'attaque à Ethereum, on va mettre une compatibilité immédiate et intrinsèque à l'EVM. Et ce qui est très intelligent, très intelligent, c'est de ne pas simplement s'attaquer à Ethereum. Je suis clair, net et précis. Si la vision d'Avax n'avait pas inclus ça, jamais ce protocole n'aurait atteint le top 10. Tout simplement parce que s'attaquer à Ethereum, alors qu'Ethereum a pignon sur rue, et on le verra après, c'était mort dès le début. Il fallait pas simplement s'attaquer à essayer de faire mieux qu'Ethereum, il fallait avancer plus vite qu'Ethereum en faisant mieux. Et ça, c'est ce que fait Avax, et ça, c'est la valeur du projet. Pas son consensus à la con, hein, d'accord? La valeur d'Avax, c'est la capacité d'avancer plus vite qu'Ethereum en proposant d'ores et déjà et intégrer les solutions de scalabilité horizontale. Et surtout, le fait de ne pas tout recentrer sur « je veux battre Ethereum ». Je vous ai dit, cette bataille, elle est probablement perdue d'avance. Personne ne battra Ethereum. Par contre, la porte ouverte de ces custom chains, ça, c'est très intelligent. C'est la capacité de construire à l'infini des subnets qui peuvent proposer eux-mêmes leur propre virtual machine, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué par l'EVM à faire que du smart contract version ERC20, etc. On n'est pas bloqué par les standards Solidity, etc. C'est open bar. Théoriquement, n'importe quel développeur peut créer sa machine virtuelle sur n'importe quel langage qui lui plaît. Bref, Avalanche propose un système ouvert. Et ça, j'adore. J'adore, c'est ce que j'adore chez Cosmos, cette ouverture d'esprit qui est absolument nécessaire pour sortir de la vision verticale qu'a imposée Ethereum. Donc, ce que j'aime pas dans Avax, c'était cette vision initiale d'Ethereum killer. Et c'est la façon dont, en général, les gens qui grattent la surface se sont morfondus dedans. Entre ce truc de le protocole révolutionnaire des machins, bon, on l'a vu, c'est débile, ça n'apporte rien en termes de sécurité, ça permet juste de produire avec un niveau de sécurité équivalent des blocs plus rapides. Donc c'est intéressant en termes technologiques, mais c'est pas transcendant. La deuxième chose auquel les gogoles se sont accrochés, c'était ce truc de ça fait vachement mieux que l'Ethereum, donc ça va tuer l'Ethereum. Non, c'est pas possible, Ethereum a beaucoup plus d'antériorité, personne ne tuera Ethereum. Par contre, de jouer la course avec Ethereum en jouant sur la course de fond, ça, c'est très intelligent, et en jouant surtout sur la course de l'adaptabilité. Le réseau Avax ne survivra jamais en essayant d'être un Ethereum killer. Il survivra en proposant éventuellement une alternative plus crédible que le VM. Je lui souhaite bien du courage quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence derrière le Solidity langage, etc. Mais cette porte ouverte, c'est là que se trouve la valeur d'Avax, les cocos. Et oui, et encore une fois, je vous avais promis que je vous proposerais un raisonnement intelligent, et je vous avais promis que j'étais pas juste là pour taper sur Avax, mais j'espère que maintenant vous comprenez où se trouve la vraie valeur. C'est cette porte ouverte, c'est là-dedans que le modèle économique d'Avax pourrait renverser la table. Maintenant, est-ce que ça va se produire? Les probabilités restent minces. Mais c'est là quelle est la valeur, les gars. Ok ? Donc, on va essayer d'étudier un petit peu plus en profondeur tout ça. Donc, le consensus Avalanche, je reviens pas là-dessus comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo spécifique sur le consensus, donc ce subsampling, etc., qui n'apporte rien de plus que des petits avantages assez maigrichons, mais qui sont utilisés assez intelligemment pour battre Ethereum là où il est le plus faible, sur la rapidité de transaction. Après, comment battre Ethereum sur sa scalabilité horizontale en proposant d'ores et déjà de manière intégrée des systèmes de subnet avec une scalabilité horizontale quasi infinie. Donc, très intelligent, si quelqu'un voulait attaquer Ethereum, c'était la meilleure façon de le faire. Maintenant, je vous l'ai toujours dit, personne ne tuera Ethereum. C'est trop tard. Donc, il ne faut pas jouer sur les plates-bandes d'Ethereum, il faut proposer mieux. Et pour ça, il fallait laisser des portes ouvertes. L'avenir d'Avax, c'est côté développeur. Et on va en parler après.
Ce qui me gêne, c'est effectivement que si je creuse un peu donc dans ces subnets, c'est-à-dire, pour moi, il y a une super architecture qui est produite. Et le cœur, ça va être la production de valeur par rapport à ça. Et c'est pas Avax qui va le faire, c'est les devs. Le cœur de la bataille des blockchains, c'est où vont les devs, pas où va la thune. Je sais qu'il y a plein de gens qui raisonnent comme ça pour dire Avalanche lève des fonds à droite, à gauche, etc. La thune, c'est bien. Ça permet de payer des devs, mais il faut les garder, les devs. Et ils vont aller très vite sur les autres projets. Il faut comprendre que le turnover dans ces milieux est énorme. Il y a énormément de développeurs qui sont là pour la thune, mais ils la suivent, la thune. Et c'est de comprendre que cette bataille de « Ah, je vais lâcher des millions pour attirer des développeurs », ça les attire à court terme. Garder les développeurs, ce sera le défi d'Avalanche. C'est pour ça que j'ai envie de voir comment Avalanche tiendra le potentiel cycle correctif qu'on a vu dans les émissions précédentes et qui risque de s'étaler au courant de cette année jusqu'à l'année prochaine. Je suis très très curieux de voir le cycle correctif d'Avax. On le verra tout à l'heure sur l'analyse de prix. Ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, ça développe mon cul. D'accord, niveau subnet, c'est-à-dire là où pour moi se trouve la valeur cachée de ce truc-là, déjà, on a 2 chaînes qui sont indexées, le reste, ça fonctionne pas du tout, et puis, franchement, quand je vois ça, c'est-à-dire que la seule chaîne qui est déployée, c'est pour dire que la doc pue du cul. Bon, pas génial, hein, encore une fois, je trouve ça vraiment mauvais signe, mais les choses peuvent changer, tout est question de développement. Je suis de très près tout le développement effectif qui se passe sur Avax. Le jour où je vois la fumée qui sort, pas de fumée sans feu. Le jour où je vois des bons trucs qui commencent à sortir côté subnet d'Avax, je peux vous dire que je vais changer très très vite d'idée. Je vous l'ai dit, je n'ai pas Avax en portefeuille, mais je suis prêt à changer d'avis très très vite. Mais ce que je veux pour ça, c'est voir des choses concrètes. J'en ai marre des promesses et je veux pas acheter un token supply de merde comme ça. Mais si ça bouge, là, il y a de l'argent à faire. Ok. Derrière, il y a des bons points, d'accord? Et principalement, je vous ai dit, j'ai levé des énormes problèmes quant à la distribution du supply et l'opacité autour de ce merdier, mais niveau niveau disponibilité de la donnée publique sur la blockchain, on est au top. Ils ont vraiment, chez Avax, un talent technique que j'ai vu rarement ailleurs. Pour moi, c'est les meilleurs techniciens de la blockchain que j'ai pu voir. Donc, vraiment, gros plus là-dessus. Et j'aime ça, encore une fois. C'est de dire, construisez une base technique et vous attirerez des techniciens. Ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, les transactions daily sont en hausse croissante, donc rythme de croissance impeccable. Ça, évidemment, ça n'aura aucun mal à soutenir, effectivement, une demande sur les revenus du protocole qu'on va voir après. Le truc que j'aime bien, c'est qu'effectivement, voilà, il y a pas mal de choses à regarder. Il y a certaines dynamiques qui m'inquiètent un peu plus, et notamment donc sur la chaîne des smart contracts. Parce qu'on va le voir, parmi le déploiement donc de ces blockchains soi-disant Ethereum killer, je vous ai dit que pour moi elles n'ont aucun avenir, mais j'ai surtout des données qui commencent à montrer que ça s'essouffle. Donc il va falloir se bouger le cul chez Avax, à déployer les subnets et à travailler correctement sur cet endroit où se trouve la valeur, mais il faut arrêter de jouer l'Ethereum killer. C'est la montre tourne très vite pour les Ethereum killers et ils vont se manger une quenelle quand va arriver le bear market. Donc, il faut que Subnet soit mis en place et déployé. Il faut une alternative à ce langage et ce narratif de l'Ethereum killer. Avax, s'il doit réussir, ne réussira pas en essayant de tuer Ethereum. Il n'y a aucune compétition légitime par rapport à Ethereum et on le verra tout à l'heure en étudiant les spread charts. Mais il y a différentes dynamiques qui m'inquiètent un petit peu plus. L'activité sur le réseau et le déploiement de smart contracts. Donc attention, la montre commence à jouer. Ce qui veut dire que les pressions baissières dues à la faiblesse de ces momentum vont commencer à arriver sur l'aspect Ethereum killer. Les déceptions commencent déjà à se mettre en place. Il va falloir trouver des relais de croissance chez Avax. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est factuel, ok? Et ça fait déjà des mois que c'est en place. Donc, attention à pas se planter. Il y a vraiment beaucoup de compétition et c'est un des facteurs qui me fait très très peur sur l'aspect technique. Ok, bon, ceci dit, on en a parlé, donc le token supply, il y a un gros problème, donc Avax a mis en place un système de fee burn, c'est-à-dire qu'effectivement, pour compenser le schéma inflationniste dont on a vu, qui est basé donc sur la rémunération des blocs, comme on a un cap supply, il va falloir mettre en place un mécanisme de compensation pour que tout simplement on puisse pondérer au travers des différentes années, puisqu'on parle quand même d'un token supply de rémunération des blocs qui pourrait s'étaler sur une dizaine d'années, mais comme il y a une limite, on ne peut pas taper au-delà de cette limite. Donc il va falloir effectivement piloter au courant des prochaines années ce processus de fee burn. Pour l'instant, c'est effectivement très peu impactant, d'accord ?
d'accord, sur ce modèle-là, hein, c'est de dire c'est essentiellement effectivement sur la blockchain de smart contract que sont réalisés les fee burn, dû effectivement à des fees plus élevés quand il faut exécuter un smart contract. Donc on étudiera cette dynamique. Pour l'instant, il n'y a clairement pas assez de données pour tracer quoi que ce soit, mais on voit un scénario quand même de tendance haussière. Donc effectivement, plus il y a hausse de valeur et d'utilisation, plus on burn. Maintenant, on reste quand même sur des ratios de burn qui sont très insignifiants. Donc on est clairement loin, hein, de réduire les 2/3 de supply qui sont sortis l'année dernière. Et encore 2/3, je suis gentil. Donc voilà. Toujours à noter, hein, mais donc dans la mécanique de prix à long terme, il y a une mécanique de stabilisation du prix qui donc, si le protocole survit plusieurs années, ce mécanisme de compensation viendra normalement soutenir une hausse des prix rapide. Le fixed supply, s'il y a de l'utilité à moyen terme, c'est que les fee burn, donc l'activité du réseau va augmenter. Donc s'il y a succès de cette blockchain, les prix auront probablement une structure parabolique. C'est ça qu'il faut comprendre. Le supply fini fait que comme Bitcoin, on va tendre vers l'infini. Attention donc encore une fois au processus spéculatif. On en reparlera sur la structure de prix. Maintenant, le système de validation. Donc, comme on l'a dit, je ne reviens pas sur le détail, d'accord, de comment fonctionne la répartition économique de la richesse dans les systèmes décentralisés en proof of stake, d'accord. Donc, comme on l'a dit, arrêtez de vous branler la nouille sur l'aspect de la sécurité due à la fausse centralisation ou décentralisation des projets, d'accord. Il y a une infinité de réplications des processus de validation. C'est juste qu'il y en a une partie qui est incluse dans le processus de reward, mais théoriquement, tout le monde peut répliquer ces blockchains et vérifier si les informations ont été bonnes ou pas bonnes. Bref, tricher dans les blockchains, c'est impossible. Et si vous le faites, ça peut durer qu'un instant. Et vous serez de toute façon toujours chopé. Et comme de toute façon, tous les validateurs aujourd'hui de la plupart des réseaux sont assignés à des KYC, vous ne pouvez pas juste corrompre la blockchain et partir dans un autre pays pour vous cacher. On vous retrouvera quoi qu'il arrive, et quoi que vous fassiez de la thune que vous aurez volée pendant quelques instants, on vous la reprendra. Donc, tricher dans les blockchains, c'est impossible. Ça peut être fait pendant un court instant, mais vous êtes sûr d'être chopé quoi qu'il arrive. Donc, ça ne sert à rien de corrompre les blockchains. Arrêtez de discuter de la sécurité de lui, elle est meilleure que la sécurité de lui, ça c'est plus centralisé, décentralisé. Quoi qu'il arrive, c'est un aspect de centralisation ou de décentralisation de la distribution de richesses de ceux qui ont le droit de participer au système de reward. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Et je ferai une vidéo entière sur les processus de validation où je vous décortiquerai très en détail tous ces processus parce qu'il y a encore plein de zones d'ombre que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Et je ne peux pas tout aborder au sein d'une seule vidéo. Donc pour rester factuel, il y a beaucoup d'ombre sur le système de validation. J'éclaircirai tout ça dans une autre vidéo. Bref, ici, oh putain, ça m'inquiète tout de suite. Quand je vois déjà le top validateurs qui ont tous le même truc, je me dis putain, c'est quoi cette histoire? C'est évidemment les mecs de chez Avax qui sont les premiers validateurs de leur nœud. Bon, ça m'inquiète encore une fois. Putain, les mecs avaient beaucoup de tokens au départ, et en plus de ça, effectivement, c'est eux-mêmes qui bootstrapent les validations, et puis bon, quitte à cacher les choses, on aurait pu faire un peu mieux. Mais donc bref, on a beaucoup de validateurs, ok, on en a 1250 chez Avax, mais si déjà les 40 premiers, c'est eux, et qui consentent la plus grande partie des jetons, faut pas me faire le discours de la décentralisation derrière, les gars, ok, hein? Donc, on l'a dit, moi j'attaquerai pas ce projet sur ces pseudo-délires de centralisation, parce que je vous l'ai dit, c'est débile. Ça n'a aucun sens. Donc, je note juste ici que, encore une fois, ceux qui tiennent ce discours de Avax, c'est plus décentralisé, c'est plus sécurisé, bon, qui regardent, encore une fois, ici, c'est leurs propres argumentaires qui s'écroulent. Donc, je les attaquerai pas sur ce truc-là, hein, mais qu'on soit bien d'accord, niveau distribution des validateurs, ça montre déjà qu'il y a probablement un ordi qui fait tourner pas mal de nœuds, donc niveau décentralisation, etc., on n'est pas non plus sur le top. Mais bon, encore une fois, ces réseaux sont jeunes, ils vont se stabiliser et l'économie proposée par Avax est extrêmement intelligente, mais c'est un très gros pari. Il va falloir sortir de ce délire de compétition avec Ethereum. On va le voir, c'est une porte close. C'est une voie sans issue. Il faut absolument changer de vision pour Avax. Maintenant, je pense que le projet, dès le début, n'avait pas pour vision de s'attaquer à Ethereum. C'est malheureusement la communication autour de ce projet qui l'a fait penser. Donc il va falloir revoir la communication d'Avax. Ça, c'est clair. Bref, au niveau du staking, donc comme on le voit, on a une lente mais très intéressante tendance, ok. Donc c'est très intéressant, c'est un peu la même tendance qu'on voit sur de toute façon la demande régulière des procédés de validation. Ça, on en reparlera, donc de toute l'économie de la validation et de la massive importance que ça aura dans les années futures. Si j'ai eu raison, hein, évidemment, on émettra toujours des hypothèses, mais on aura le loisir d'en reparler. Donc à ce niveau-là, très bien, hein, et comme je vous le dis, juste de voir que pourquoi il y a plusieurs validateurs à 3 millions et qui viennent tous de chez Avax. Bon, c'est juste de dire, encore une fois, le pouvoir de validation est quand même
questionnable pour ceux qui s'y amusent à jouer avec cette dangereuse relation très instable de centralisation-sécurité. Hein. C'est une pure jonction de l'esprit qui n'est pas réelle du tout. Je vous invite à regarder la vidéo sur les consensus pour comprendre pourquoi je dis ça. Ok, mais donc juste le noter hein, pour s'amuser. Derrière, donc comme on l'a dit, le principal intérêt d'Avalanche, c'est de générer son propre écosystème et pas de s'amuser à battre Ethereum. Et là, on rentre dans l'explication de ce pourquoi. Bah, il n'y a qu'à voir, ok, Ethereum, regardez combien ça pèse. Enfin, je sais pas, c'est de dire 13 millions face à 1 milliard. Qu'est-ce que vous voulez faire le poids, les gars? Vous croyez que vous allez renverser quoi que ce soit? Non, c'est fini, terminé. L'hégémonie d'Ethereum, elle sera jamais détruite. Vous pouvez essayer, ça ne marchera pas. C'est terminé. Donc, se battre contre Ethereum, c'est stupide. La probabilité de réussir n'est pas de 0, puisque rien n'est 0 ou 100%, mais elle est tellement faible qu'il vaut mieux miser sur autre chose. D'accord? Comprendre que par contre, l'intérêt d'Ethereum, c'est pas d'essayer de récupérer de la TVL DeFi, c'est de toute façon la DeFi de premier ordre, elle ira toujours chez Ethereum, même si ça coûte plus cher, et ça fait que quoi qu'il arrive, les revenus de protocole iront toujours plus chez Ethereum qu'ailleurs, ce qui fait qu'Ethereum sera toujours un projet plus cher que les autres. Donc si vous voulez essayer de dire ah ouais, mais un jour on pourra flipper Ethereum parce que la technologie elle est meilleure. Bon, la techno, je vous ai dit, c'est absolument pas la force d'Avax. La force d'Avax, c'est la structure de son projet et son ouverture via les subnets. Là, elle est la valeur. Le truc de la techno machin je sais pas quoi, c'est pour les débiles. L'autre truc, c'est de comprendre que jouer sur les plates-bandes d'Ethereum, ça permettra de grappiller une partie pour apporter de la visibilité au projet, mais c'est un tremplin. Il va falloir créer son propre avenir chez Avalanche. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la quantité des revenus est en très belle croissance, mais comme je vous l'ai dit, elle siphonne chez Ethereum. Il va falloir créer votre propre demande, les gars. Je vous l'avais déjà dit, quand on regarde la distribution de la valeur TVL à l'intérieur d'Avalanche, la plupart des protocoles qui sont déployés sur Avalanche sont des protocoles migrés. Autrement dit, c'est de la thune qui vient d'ailleurs et qui peut très bien y repartir demain. Comprenez qu'il y a un turnover dans ce marché qui est énorme, autant en tant que développeur qu'en tant que protocole TVL. Demain, si on décide que la TVL, elle part plutôt sur tel projet ou etc., c'est une histoire de confiance. Et la confiance est très fragile dans ces milieux, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas liée à la sécurité. La confiance est la même sur tous les réseaux quant à l'aspect sécurité. La confiance des êtres humains n'est pas mathématique. Les gens vont là où vont les autres. D'accord? Sinon, qu'est-ce qui fait qu'Ethereum attire autant de monde? C'est débile en soi, mécaniquement et mathématiquement parlant, c'est plus cher et c'est moins efficace. Alors pourquoi les gens y vont? Mais réfléchissez enfin, c'est que c'est pas une histoire de mathématiques. C'est une histoire de confiance. Donc, la confiance, ça va, ça vient. Elle est venue pour l'instant par curiosité, à mon avis, sur Avax, mais c'est de la confiance qui a été accordée ailleurs. Donc attention, elle peut très bien repartir. Donc là, pour moi, on n'a pas un mécanisme durable, on a un mécanisme de bootstrap qui n'est ni plus ni moins que ce qu'on a vu sur Atom. C'est des projets qui doivent maturer et qui doivent migrer. Donc, pourquoi j'adore Avalanche? Parce que 2022, c'est une année cruciale pour Avalanche. Et on le verra sur les prix. Il y a beaucoup de mécanismes qui doivent être mis en place. Je surveille activement tout ce qui se passe sur les subnets Avax. C'est là qu'elle se cache la valeur, les gars. Il va falloir faire quelque chose. Arrêtez avec votre délire d'Ethereum Killer et vos branlettes technologiques. C'est pas là que ça se passe. Ok? Donc comprenez que la croissance qu'il y a eu récemment dans cet aspect TVL, etc., c'est ce qui a généré les revenus d'Avax jusqu'à maintenant, via la copie de smart contracts existants ou des forks de protocoles existants. C'est pas comme ça qu'on maintient la valeur, c'est comme ça qu'on attire les gens à court terme, mais les gens qui sont venus à court terme repartiront aussi vite si jamais la valeur va ailleurs. Et la compétition, elle est là, les cocos, hein. Il y a Phantom, il y a du monde. Voilà, donc comprendre que cette dynamique de bootstrap, c'est bien, mais ça ne permettra pas au protocole de durer sur la durée, surtout avec une inflation de connards comme on l'a vu. Au niveau de la valorisation de ces 10 revenus, putain, la compétition, elle est dure. Parce que si on regarde en price to sale, d'accord, c'est de dire par rapport aux revenus générés par le protocole, le prix auquel le token s'échange à la market cap relative, d'accord, on est à 86 fois les bénéfices pour Phantom, 412 sur Avalanche, alors que les mecs ont un momentum plus fort que vous sur 180 jours. Donc je vous invite encore une fois à faire très attention, ok? Surtout que eux, la dynamique 30 jours de leur price to sell est à la baisse beaucoup plus vite qu'elle ne l'est sur Avalanche. Donc, Avalanche, c'est très cher. Autrement dit, aujourd'hui, le pari sur la transition d'Avalanche, il est déjà probablement dans les prix. Et ça, c'est un gros risque, les gars. Ça veut dire que si cette transition ne réussit pas, vous allez vous manger des pertes astronomiques. Parce qu'en plus, vous mangerez la dilution du supply. Donc, il y a vraiment beaucoup de risques sur Avalanche, bien plus qu'il n'y en a sur Atom. Le risque baissier sur Avalanche est énorme. Mais
quel est le risque haussier? On va en parler après. Il y aura 2 scénarios, les gars. Je tape pas sur vous pour le plaisir. Je vous informe des différents risques. Le risque de baisse, c'est que la survalorisation relative d'Avalanche par rapport à ses collègues et différents compétiteurs, ça jouait sur le momentum haussier de la TVL qui commence déjà à ralentir. Et attention, il y en a d'autres qui vont plus vite et qui sont bien moins chers en valeur relative. Donc moi, aujourd'hui, si vous voulez jouer le momentum de la TVL, je jouerais plutôt à l'achat d'Phantom que d'Avalanche. Mais bon, je pense encore une fois qu'Avalanche est un géant en puissance s'il réussit sa transition. On en parlera, je ne pense pas du tout qu'Avalanche puisse quitter le top 10, mais il va falloir réussir la transition. Et il va falloir faire très attention entre token supply et valorisation, c'est-à-dire market cap. On en parlera sur le graphique après. On voit effectivement donc de valeur relative, on a la Binance Smart Chain qui donne un ordre de grandeur. Pour moi, c'est le compétiteur légitime puisqu'il ne faut pas se poser la question donc d'Ethereum qui est complètement hors compétition de toute façon et arrêtez de vous comparer à Ethereum. Mais on regardera. Donc, moi, je pense qu'Avalanche cherche à disrupter effectivement les poteaux Solana et Binance Smart Chain. Et c'est pourquoi je pense ça, parce qu'ils sont situés pile poil entre les deux. Alors, il y a lui qui pousse au cul, donc il faudra faire très attention, parce que lui, c'est votre principal compétiteur si vous êtes investi sur Avax, donc vous avez plutôt intérêt à surveiller de très près Phantom. Mais regardez, 92 fois les bénéfices pour Binance Smart Chain. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là, on a une rémunération très centralisée. Je vous rappelle, c'est pas un risque de sécurité chez Binance Smart Chain. Si les mecs corrompent la blockchain, tout le monde le verra et la confiance s'écroulera du jour au lendemain. C'est dans l'intérêt de personne de tricher dans les blockchains. Par contre, la rémunération est très centralisée. Le partage de valeur dans la Binance Smart Chain est principalement capté par très peu de validateurs. C'est ça la différence. Donc c'est très centralisé en termes de partage de la richesse chez Binance Smart Chain. Ça a aussi des avantages puisqu'évidemment un process très centralisé peut être très rapidement contrôlé. Autrement dit, chez Binance Smart Chain, on peut développer très vite parce qu'il n'y a pas besoin de convaincre 50 000 validateurs derrière. Ok ? Il y a des avantages chez Binance. Donc la centralisation apparente de Binance, qui n'a rien à voir avec sa sécurité, je le redis, est à la fois un avantage et effectivement un inconvénient. L'inconvénient, c'est que effectivement, c'est apparemment moins sécurisé. Mais on est encore une fois sur un truc qui, de toute façon, ne sera probablement jamais corrompu. Mais ça pose des questionnements. Pourquoi cette centralisation, etc. Donc c'est vrai qu'à un choix équivalent, la sécurité légèrement supérieure d'Avalanche fait que normalement, Avalanche devrait prendre le pas sur Binance. Mais Binance a un avantage, c'est sa capacité à réagir plus vite, dû à sa centralisation. Avantage, inconvénient. J'espère que vous comprenez encore ces mécanismes. De l'autre côté, évidemment, on a Solana, qui lui joue sur un autre terrain, et pour moi, Avalanche hésite pour l'instant et se positionne logiquement donc entre ces deux protocoles. Solana, c'est la rapidité à toute épreuve, la croissance de fou furieux, et ce que je vous ai toujours dit, l'avantage de Solana, c'est que sa TVL, elle est propre. Tous les protocoles qui sont déployés sur Solana et qui produisent de la TVL ne sont pas des forks d'autres trucs. La technologie Solana est inégalée. Est-ce qu'elle survivra? Ça, c'est une autre question. Mais elle est extrêmement innovante. Bien plus que l'ajout du système de Avalanche. D'accord? Avalanche, l'aspect techno, je vous l'ai dit et je le redirai s'il le faut 1 millier de fois, ce n'est pas là l'aspect innovateur d'Avalanche. Son protocole machin, c'est ni plus ni moins qu'un PBFT un petit peu mieux qui permet d'obtenir des blocs plus rapides sans sacrifier la centralisation. Point barre. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc, c'est aussi simple que ça. On garde un protocole très ouvert sur la distribution de la richesse. Okay, donc une économie moins basée sur le système de validation, et on verra les avantages et inconvénients de ce truc-là quand on fera une émission sur la validation, mais ça n'apporte rien de plus. Solana, on a le timestamp, c'est-à-dire l'antériorité des transactions, des block time extrêmement rapides. Il y a évidemment des problèmes là aussi de centralisation, comme on a dit, mais ça n'a rien à voir avec la sécurité. Il y a surtout un problème de scalabilité chez Solana, et c'est pour ça que j'adore Solana. Scalabilité égale utilité, les gars. Donc, moi j'aimerais surtout voir des problèmes de scalabilité chez Avalanche, où il faudra créer des subnets en rapidité parce qu'il y a trop de demandes, plus que de se poser la question de savoir si on va réellement réussir à être un Ethereum killer. Hein? Donc il y a du boulot chez Avalanche. Il faut avancer, les gars. Et la course est très rapide. Et Solana, c'est une putain de fusée à ce niveau-là. Donc vous vous battez entre deux protocoles. Vous essayez de battre un protocole qui est très centralisé, mais encore une fois, arrêtez de vous branler la nouille avec cet aspect sécurité. Ce n'est qu'un faux semblant. Donc, l'avantage de Binance Smart Chain, c'est que c'est rapide et pas cher. L'avantage de Solana, c'est que c'est malheureusement pas assez scalable, donc il va falloir voir des solutions d'horizontalité. Donc maintenant que Solana est capé par sa propre demande, c'est là que vous pouvez taper parce que vous, la scalabilité horizontale, vous l'avez déjà. Donc, ce qu'il faut faire avec Avalanche, c'est maintenir des coups bas et scalabilité rapide, plus vite que les poteaux qui sont confrontés à plein de problèmes. C'est ça qu'il faut faire. Okay, votre principal ennemi à Avalanche, l'ennemi à abattre, c'est pas Ethereum, c'est Solana.
D'accord? Mais il faut comprendre que vous ne jouez pas dans la même cour que Solana. Donc, il va falloir vous différencier. Vous ne pourrez pas vous battre sur la rapidité des transactions face à Solana. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre avantage, c'est la finalité immédiate des transactions d'Avalanche en moins de 2 secondes. Ça, c'est un putain d'avantage technologique sur Solana qui produit des blocs très rapides, mais dont il faut attendre des confirmations. Derrière, il faut comprendre que l'autre aspect que vous avez par rapport à Solana, c'est que vous avez déjà la scalabilité horizontale. Mais je vous l'ai dit, et on fera une émission sur Solana, si vous croyez que Solana va pas démarrer la sienne, c'est vous mettre un doigt bien profond dans l'œil. Donc il est temps de changer de politique chez Avax. Parce que sinon, vous allez crever. Et en plus de ça, si vous regardez les 412 fois les bénéfices que vous avez, qui sont principalement liés au suçage de la défi sur d'autres protocoles qui sont des forks, faites putain de gaffe. Rien n'est garanti, les gars, et tout est très risqué, surtout quand on a des prix très élevés et un supply pas du tout favorable. Va clairement falloir être très très bon sur l'innovation chez Avalanche. Mais perso, j'y crois, mais je veux des preuves avant d'attaquer. Ok, la suite, si on regarde la dynamique donc de ces fameux Ethereum killers, etc. Donc, je vous montre le délire là, il faudrait passer en échelle logarithmique pour pouvoir y voir quelque chose. Mais je vous le mets donc à plus court terme pour vous montrer réellement la bataille. Donc, Ethereum imbattable, comme je vous ai dit. Cherchez pas les gars, Ethereum c'est une fusée, vous battrez jamais le truc. Phantom qui se trouve donc ici, qui est, on l'a vu, la dynamique qui m'intéresse ici, c'est Phantom, on est sur quelque chose de très très stable, d'accord? Phantom, ça n'a pas bougé en termes de prix depuis très longtemps, donc faites gaffe, la stabilité est un signe de confiance, ça permet d'installer la valeur. Donc je vous dis, il y a Phantom qui monte vite, et sa valeur, elle monte relativement à sa demande. Donc Phantom, il vous grignote les cocos. Ce qu'on regarde ici, c'est la dynamique Avalanche qui m'intéresse, donc Avalanche qu'on a justement en violet. D'accord? Donc très très stable aussi pour l'instant. Donc les gars, vous vous défendez convenablement, mais attention, vous avez un price to sell qui est beaucoup plus élevé. Donc stabilité à 410, ça veut dire que le marché anticipe que vous avez plus de chances de réussir que Phantom. Donc il va falloir réussir. Si vous vous plantez, ça veut dire que vous allez tomber de plus haut. C'est ça le message. Plus de chances de réussir, mais ça fera beaucoup plus mal si ça marche pas. Ok? Donc, si je résume l'essentiel de ce qu'on a vu jusque-là, pour moi, c'est un bon projet, Avax, mais il va falloir prouver des choses. Et il y a encore une fois des choses qui m'inquiètent. Quand je me tape la roadmap d'Avalanche, si je clique sur le truc, ça me renvoie sur le même truc, putain, les gars. C'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Putain, il faut une roadmap là, c'est quand même la base. Merde, donnez ce que vous allez faire. Ça, c'est bullshit. Je lui dis, c'est n'importe quoi. Enfin bref, faut arrêter cette histoire de se comparer à la quéquette des autres, ok? La sécurité, c'est la même pour tout le monde. À peu de choses près, en tout cas, c'est tellement insignificatif qu'il faut arrêter de jouer sur le truc de dire c'est plus sécurisé Avax. C'est de la merde. C'est aussi sécurisé que les autres. Arrêtez sur ce délire. Avancez sur votre avantage réel, qui est le fait que vous avez une finalité rapide et un système de subnet qui permet une scalabilité immédiate. Il va falloir scaler. Ok, donc il faut attirer la demande réelle, pas juste la demande spéculative de ce que ça pourrait devenir. Et pas pomper la DeFi des autres. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut anticiper la prochaine demande et il faut qu'elle arrive chez vous. Et si c'est le cas, pari réussi et je serai le premier à sauter dans Avax. Mais je ne paye pas par anticipation à cause du token supply. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème inhérent chez moi au niveau du dev. C'est la deuxième chose que je surveille chez Avalanche. Est-ce qu'ils vont retenir les devs? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va se diriger probablement cette année vers un cycle plus consolidant, c'est-à-dire on va mettre sous pression. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt moins le bull market ou le range, donc effectivement, c'était génial, tout allait bien. Il reste encore du bull market, loin de moi l'idée de dire ça, mais juste de dire, quand on regarde ce truc-là, l'intérêt d'Avalanche, c'est son momentum, ça a attiré beaucoup de développeurs, je veux voir la rétention de ces gens-là, je veux les voir rester dans le bear market pour pouvoir réattaquer de plus belle. Parce que côté momentum, Solana, ça tape fort aussi les cocos. Mais c'est surtout de comprendre qu'il y en a 4 qui sortent du jeu. D'accord? Alors je ne parle pas de Bitcoin qui est sur sa propre expérience. Bitcoin n'a pas besoin de développeurs, c'est un stockage de valeur. On ne demande pas vraiment à Bitcoin d'évoluer tant que ça. On ne lui demande pas un aspect évolutif très fort. Mais il y en a 4 qui sortent. Cosmos, Solana, Polkadot, Ethereum. Ok? Vos principaux compétiteurs, c'est surtout celui-là. Il avance plus vite que vous, il est plus vieux que vous, donc il va falloir vous battre très fort pour qu'Avalanche sorte du jeu et prennent enfin des développeurs. Si ce pari est réussi et que l'infrastructure qui a été construite par Avalanche, qui est géniale et en avance sur les collègues, il faut comprendre qu'un avantage technique ne garantit pas le succès. Il faut attirer ces putains de devs au lieu de juste copier les protocoles des autres. Il va falloir créer chez Avalanche. Si ça crée,
je vous rejoindrai sans hésiter. Mais aujourd'hui, comprenez qu'avec cette distribution du supply, c'est vous qui prenez les risques. Parce que les mecs qui ont fait l'ICO et qui ont payé 50 centimes le token, eux, s'il faut dumper demain, ils sont sûrs de gagner de la thune. Vous, j'en suis pas si certain. Allez, on a fait le tour, donc maintenant on finit par regarder la demande spéculative, d'accord? Donc je me sers des requêtes AVAX sur Google Trends, histoire de voir ce truc-là, hein, d'accord? Donc je vais très très vite, ok? Mais si je la regarde donc depuis l'initiation de ce tracking, octobre 2020, donc on n'a pas non plus 50 millions de data ici, on voit bien les différents cycles, et on verra que ça correspond au cycle de prix. Attention, donc là, on est en baisse de la demande, va falloir réattirer les gogoles, va falloir réattirer les spéculateurs pour maintenir la pression haussière sur les prix. Je vous rappelle que de l'autre côté, on a un supply qui est très majoritairement en énorme gain, et qui pourrait vous dumper sur la gueule à tout moment. Et ils le font probablement, mais comme j'ai pas pu traquer les comptes, dû à cette espèce de supply distribué n'importe comment, je peux pas traquer. Mais j'aimerais bien pouvoir le faire. Mais faites attention, ça veut dire donc qu'il y a un risque de mecs qui sont en fois 200, d'accord, qui peuvent vous dumper sur la gueule à tout moment. La question c'est, est-ce qu'il y aura des gens en face pour acheter à ce prix-là, hein? Donc, clairement, la demande spéculative, c'est un des facteurs principaux d'Avax. C'est probablement la raison pour laquelle leur communication est hyper agressive et qu'il y a d'un coup une Avax army de gens complètement fumés du bulbe avec des idées stupides. Donc, si vous aimez Avax pour les bonnes raisons. Arrêtez de vous branler ce truc de consensus, je sais pas quoi. Soyez plus intelligent que ça. Il y a vraiment de la valeur chez Avax, mais encore faut-il être assez malin pour l'avoir. Donc, soyez plus malin. Ok? Et comprenez donc que si on termine sur le prix, tout ce qu'on a vu sur Avalanche, on le revoit sur le prix. Pour moi, toute l'histoire d'Avalanche s'aligne sur une seule et unique histoire de futur spéculatif. D'accord? Ce que je vous ai marqué en rouge, ce sont toutes les ventes, c'est-à-dire toutes les supply cliffs qu'on a vues. Il n'y a jamais de vente, d'accord? Donc je pense que vous détenez un bon point. Mis à part en juin où on voit qu'il y a peut-être eu des ventes, mais on était dans un marché baissier global, donc je ne suis pas sûr que ce soit si fort que ça. Ici, on voit que les ventes sont beaucoup plus faibles que la hausse du token supply. Là, encore une fois, les cliffs qu'on a ici, c'est plus de 15 à 20% du supply qui arrive à ce moment-là. On voit bien que les prix baissent pas de 20%, donc ces gens-là ne vendent pas, ou alors ils vendent très peu. Donc, je pense encore une fois qu'on a affaire ici à des investisseurs institutionnels, intelligents, qui ne cherchent pas à cracher le prix, mais qui distillent les ventes quand ça monte un peu fort. Autrement dit, si vous vous chauffez un peu trop la gueule en mode spéculatif, ils vous dumpent légèrement dans la tronche sans que le prix s'écrase. C'est ce que je vois ici particulièrement sur cette phase-là. Ça m'a toujours attiré cette phase chez Avax, puisque je vous dis toujours, la valeur, c'est le volume. Il y a énormément de volume qui a été traité sur Avax à ce moment-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce volume, malgré, et je suis sûr et certain qu'ici, les mecs vous ont vendu dans la gueule, hein. Ça se voit par le volume, puisqu'on a donc un momentum, ils vous vendent dans la gueule, ok? Ça, c'est les pros qui récupèrent des profits. Donc, ils ont pris des profits vers 50. Ah, comme par hasard, qu'est-ce que c'est? 100 fois les bénéfices. Ah là là. Donc bon, c'est pas rien, c'est toujours des ratios que connaissent les professionnels. Donc, je sais bien que ceux qui sont investis sur Avax sont essentiellement des venture capitalistes, ok? Donc, c'est clairement une boîte de VC, mais il faut bien comprendre que beaucoup disent ah, les VC, du coup, c'est pas bien, etc. Non, les VC, c'est une bonne et une mauvaise chose. Il faut comprendre que les VC sont des protocoles, sont des types d'investissements très spéculatifs qui sont là pour tirer de la valeur. Donc, ils vont tout de suite gérer leurs risques quand ils sont à plus 100, à 100 fois les bénéfices, c'est clair. Donc là, c'est sûr qu'ils ont récupéré au moins la mise initiale, plus un joli petit profit, etc. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont maintenir comme croyance dans le projet. Votre pire ennemi, ce sont ces gars-là. Parce qu'il faut comprendre que tant que ces gars-là voient de la valeur, ils vont pas du tout quitter le bateau. Et ils ont des prix qui défient toute concurrence. D'accord? Et ils n'ont pas pour intérêt de vendre parce qu'ils vont essayer de tirer toute la valeur de ce projet. Ils ne vendront pas tant qu'ils verront pas d'objectif pour le faire. Tant que la boîte peut produire une forte croissance, ils seront là. Et je vous l'ai dit, si vous croyez que ces gars-là ne voient pas tout ce que je vous ai dit, vous êtes bien bête. Toute personne intelligemment constituée voit tous les problèmes que j'ai levés sur Avax. C'est un couteau au-dessus de la tête. Si ces mecs-là décident demain que Avax ne va pas dans le bon sens, ils vont vous dumper sur la gueule et ils ont fait x100. Ok ? x200 même quand on est à $100. Donc faites attention à ces planchers. Ici, ils ont distillé, vous avez absorbé et vous avez continué de pousser les prix avec la forte demande spéculative qu'on a vue sur le pic de recherche Google Trends. Autrement dit, ces VC ont vendu, vous avez acheté et la pression est restée haussière. C'est très bien, c'est très positif. Par contre, on est revenu chercher cette zone-là et je ne vois aucun volume. Donc déjà, ces gars-là n'ont pas racheté. Ok ? Mais ils ont gardé leur mise. Donc, moi, ce que je veux voir maintenant sur Avax, il y a deux choses. On rentre dans le domaine spéculatif. Vous savez que j'apprécie les troisièmes bornes de range. Je pense qu'il faut que vous fassiez très attention à ce qui va se passer sur Avax entre 100 et $120. Si vous voyez des hausses de volume et des capages de prix, ça veut dire que les mecs qui avaient pris donc des x100 ici, peut-être qu'ils vont vous dumper sur la gueule. Et ils ont gardé leur mise. Donc, moi, ce que je veux voir maintenant sur Avax, il y a deux choses. On rentre dans le domaine spéculatif. Vous savez que j'apprécie les troisièmes bornes de range. Je pense qu'il faut que vous fassiez très attention à ce qui va se passer sur Avax entre 100 et $120. Si vous voyez des hausses de volume et des capages de prix, ça veut dire que les mecs qui avaient pris donc des x100 ici
prennent des fois 200 ici. Et ici, ça veut donc dire que si la demande spéculative permet de passer à travers, on aura une jolie hausse de prix comme vous avez connu à l'époque. Ok, mais on verra la market cap relative que peut prétendre légitimement Avax. Mais si ça ne marche pas, n'oubliez pas que si les mecs vous dumpent ici, c'est qu'ils quittent le projet et les venture capitalistes ne sont pas là pour faire de l'émotionnel et de la dentelle. Ils en auront rien à foutre de dumper sur vos gueules, ils prendront leur profit et vous absorberez tant que vous pouvez. Mais voilà, le risque, c'est que si eux décident de prendre des profits à x200, ils vont pas forcément tout vendre. Mais leur peu de vente, d'accord, fait qu'il faudra beaucoup d'argent pour maintenir la market cap. Ok ? Donc attention, je maintiens que le plus grand risque sur Avax en termes de probabilité, c'est que la demande s'équilibre avec l'offre et que dans ce cas-là, il y a un rejet de prix à 120 sans que Avax casse les supports. Je maintiens, la pression et le risque baissier de ce projet a principalement été géré sur la zone des 50 $. Je vous ai pété les couilles à l'époque pour vous dire faites gaffe, je pense qu'Avax reviendra chercher cette zone. Je vous avais donc dit n'achetez pas des prix débiles, soyez patient. C'est quand même mon métier et vous voyez que je ne me suis pas planté, d'accord ? Je pense qu'on n'en a pas fini avec ce range. Je pense qu'on repassera par les 50 $ sur Avax. Donc, pour ma part, je reste très patient. Je mesure tous les risques liés au supply qui font que tant que je n'ai pas de vision concrète de changement de direction vers une utilité non Ethereum killer de ce projet, je n'investirai pas dû aux problèmes liés à ce supply. D'accord ? J'ai investi ponctuellement, pour être franc, j'ai acheté Avax ici et j'ai récupéré des profits très rapidement. C'était un joli trade, in and out, un joli petit profit spéculatif et point barre. En termes de valeur, je pense que ce projet a énormément de valeur, mais il faut que vous soyez capable de faire la différence avec le problème du supply. Et c'est ce pourquoi je vous ai toujours dit de faire très attention. D'accord ? Si je vous rajoute regardez la différence. Ça, c'est la market cap de l'entreprise. C'est-à-dire, là, on y voit la dilution de votre jeton. D'accord ? Et ça, vous ne pouvez pas le nier, les gars. C'est de comprendre que la market cap, elle est montée de façon très très forte sur Avax, beaucoup plus que n'est monté le prix du jeton, dû à l'hyperinflation et dilution du circulating supply. D'accord ? Eux, ces gars-là, ils prennent aucun risque. Ils essaient juste de tirer le maximum de rendement qu'ils peuvent faire par rapport à l'investissement venture capital qu'ils ont fait. Ok ? Maintenant, quand on a fait x200 sur un projet, c'est qu'on a fait quelque chose de bien. Donc, ils essaient de conserver une partie de cette valeur, mais attention, ils sont à x200 et il y a d'autres projets qui attirent des capitaux. Il y a la compétition est rude. Si ces gars-là ne font pas de vieux os et qui décident de passer sur un autre protocole, je ne veux pas le mentir, mais fantôme, s'ils commencent à arbitrer ou etc., où est-ce qu'ils vont aller prendre les profits à votre avis ? Sur Avax. Donc il faut clairement de la demande. Cette demande ne peut plus être purement spéculative. Je suis navré, mais l'Avax Army, c'est souvent des gens qui se sont fait rincer les neurones sur des principes complètement débiles. La valeur d'Avax n'est pas là où ces gars-là la voient, donc soyez plus malins que l'Avax Army, s'il vous plaît. Il y a vraiment de la valeur, mais alors les gens qui défendent ce délire Avax Army, c'est stupide. Soyez plus malins, les gens qui récupèrent de l'argent sont ceux qui sont malins, d'accord ? Pas les débiles qui se font manipuler. Donc, soyez plus malins, d'accord ? Il faut comprendre que je pense que la market cap d'Avax, dans tous les cas, même si cette transition ne réussit pas et même si la compétition est virulente, je pense que la market cap n'aura aucun mal à se stabiliser. C'est la raison pour laquelle je vous dis avec une confiance très légitime que je pense que la market cap Avax n'aura aucun mal à refaire des ATH cette année. Je ne suis pas certain que ce sera le cas du token, parce qu'on a une autre grosse cliff à gérer, et rappelez-vous ce qu'on a dit au début, le rythme d'inflation va changer à partir de mars. Je préfère vous le dire principalement, je pense qu'en mars, vous allez vous manger une grosse vente dans la gueule, mais que c'est seulement après que vous aurez la capacité de faire un ATH sur la market cap. Ce qui veut dire que je ne suis pas sûr qu'en fonction de l'inflation que vous allez manger ici, le prix réussisse à tenir des ATH s'il devait le tenter. J'ai très peur que le prix du jeton en lui-même ne puisse pas franchir. Ce qui m'inviterait à changer serait une autre source de demande que cette demande DeFi extrêmement spéculative. Et comme on l'a dit, elle est plutôt d'ordre opportuniste. C'est de dire, on va proposer quelque chose d'un peu mieux qu'Ethereum, etc., pour qu'on puisse sucer une partie de la liquidité Ethereum. Et on va le voir tout de suite, parce que ça, encore une fois, je ne veux pas opposer des idées, je veux opposer des graphiques pour argumenter vers ce truc-là. Pourquoi la bataille est perdue d'avance ? Parce que je vous donne toujours des ratios à suivre, d'accord ? Qui sont de comprendre que Avax n'est pas un compétiteur d'Ethereum. Point. Pour l'être, il aurait fallu installer au sein de ce bull market des prix entre 10 et 15%. Pour y arriver, je vous le dis, il va falloir changer ce modèle parce que la compétition est rude. Il y en a d'autres qui essayent et surtout il y en a d'autres qui ont déjà réussi. Et notamment Solana, qui s'est déjà installé dans cette zone des 10-15.
Donc, je suis navré, mais Solana a un avantage sur vous. Solana pourrait le perdre. Solana n'est pas parfait non plus. Et on fera une étude profonde de ce projet également pour mettre en valeur ses risques, ses forces et ses faiblesses. La force d'Avalanche, ce n'est pas d'être un Ethereum killer, et il ne le sera jamais. La force d'Avalanche, à mon avis, c'est de maintenir sa valeur relative par rapport à l'Ethereum, non pas comme un candidat potentiel, et puis de s'en décorréler, de créer sa propre demande. Si Avax arrive à trouver sa propre demande intrinsèque, qui n'est pas simplement de pomper et de copier Ethereum, là les gars, vous allez faire beaucoup de thunes. Maintenant, on part sur la market cap, d'accord? Donc, on l'a vu, d'un point de vue le plus probable, je pense que même en cas de scénario baissier, c'est-à-dire d'échec ou de ralentissement dû à la très forte compétition, c'est-à-dire qu'Avax avance, mais si Avax n'avance pas assez vite relatif à la différente compétition, je pense que ça se traduira probablement par une baisse du token avec un retour vers la zone des 50 $, que très personnellement, j'achèterai sans hésiter. Je supporterai Avax sur la zone des 50 $ sans la moindre hésitation. Par contre, je pense qu'entre 100 et les 150 $, avec 120 $ comme point très précis pour ma part, je surveillerai les biais spéculatifs et je n'hésiterai pas éventuellement à entrer vendeur à découvert. Maintenant, ce seront des ventes à découvert visant des replis vers des supports, pas essayer de vous péter la gueule, etc. Mais je pense que des arbitrages vendeurs vont être très probablement mis à profit par de la smart money sur ces zones cruciales et particulièrement autour des moments où la dilution du supply va intervenir. Au niveau du mois de mars, si cette vente du mois de mars, qui est la dernière de la vesting schedule très agressive de lancement du projet, rappelez-vous, derrière l'inflation va réduire. Donc je pense qu'après, le soutien de ce projet sur des supports sera vraiment à faire, à condition de retourner sur ces supports. C'est-à-dire que pour moi, le risque de dilution du supply fait que je ne me positionne pas dans les ranges d'Avax. Je ne me positionnerai que dans le bas de ce dernier. Et je maintiens que la zone à payer en zone spéculative, c'est 50 $. Si on y retourne, je paye. Si on n'y retourne pas, je laisse ce marché aux autres tant que je n'ai pas de preuve concrète du changement radical de sa vision moyen terme. L'absence de roadmap ne me plaît pas du tout, mais ça veut aussi dire qu'elle peut tout à fait être mise à jour demain, cette roadmap, et si elle me plaît, j'hésiterai pas. J'ai très peur du supply sur Avax. J'adore le projet, j'adore ce qu'il pourrait construire, mais j'achète pas des si. Et ça, il faut que vous le compreniez. Ok ? Donc, soyez très rationnels. Voilà pourquoi je n'ai pas investi sur Avax. Ça veut dire aussi que si vous avez investi sur Avax à l'époque, d'accord, c'est-à-dire si vous avez acheté Avax l'été dernier, par exemple, je vous ai parlé d'un repli éventuel vers la zone des 50 $ et je vous ai également dit qu'on ne pourrait normalement jamais passer sous cette zone. Donc, est-ce que vous êtes en risque si vous avez acheté de l'Avax à 11 $ l'année dernière? Non. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de vendre vos Avax parce que ça va s'écrouler. Je ne pense absolument pas que ce soit le cas. Je pense simplement, par contre, que certaines targets que j'ai vues circuler sur des réseaux sont complètement dans la stratosphère et ne pourront jamais être atteintes, et que des targets rationnelles ne pourront être atteintes que si on a production de valeur qui sort de cette stupide vision des Avax Army qui pensent que c'est un Ethereum killer. Personne ne tuera Ethereum. Putain, il faudrait que vous le compreniez. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, que j'ai tout dit, 1h06, on résume. Quelles sont les zones de gestion du risque sur Avax cette année? Le principal risque n'est pas une perte de valeur. Je ne pense pas du tout que même dans le scénario négatif, Avax se détruise. Je n'ai jamais misé là-dessus. Je pense simplement qu'Avax va devoir stabiliser sa valeur et probablement passer le fameux bear market de cette année, que j'entrevois plutôt entre juin-juillet jusqu'à peut-être l'année prochaine. Il est fort probable qu'Avax reste enfermé dans le range actuel. Il y aura peut-être des tentatives de débordement de la TH, mais sans changement fondamental de la roadmap et du business model, personnellement, je me positionnerai vendeur sur ces zones-là. Évidemment avec des signaux, je ne travaille pas à l'aveugle, mais ce sera des arbitrages, c'est-à-dire je vendrai Avax pour acheter autre chose. Donc on verra un peu tout ça. Maintenant, si jamais on vient taper sous les 60 $, comme je l'ai fait la dernière fois, je réfléchirai jamais. Pour moi, c'est la zone où j'achète. Ça vient taper là, je paye, point barre. Ok ? Donc c'est achat Ethereum, spéculatif, prise de profit et vente dès qu'on arrive dans le haut de range. Et tant qu'il n'y a pas de changement de direction sur le projet, je ne envisage pas de sortie du prix. Ce qui veut dire que le prix ne va pas bouger, mais comme on va encore avoir 30-35% d'inflation cette année, ça veut dire que la market cap va probablement dépasser ses ATH sans aucun problème. Le positionnement aujourd'hui relatif d'Avax dans la compétition, c'est qu'on est déjà numéro 7. Et je pense sérieusement que c'est la place légitime d'Avax. Je pense qu'Avax aujourd'hui est à sa place et qu'en termes de market cap, sa progression et sa probabilité de progression, c'est la dilution de son token supply. C'est de dire qu'aujourd'hui, en valeur diluée, Avax, ça vaut 65 milliards $.
Alors évidemment, on mettra des années à atteindre cette dilution complète, puisqu'on l'a vu, il y a beaucoup de vesting schedules qui sont très très longues, mais n'oublions pas la réalité, il y a quand même des niveaux d'inflation extrêmement forts d'Avalanche, et ça va encore se poursuivre cette année. Je pense malheureusement que la plupart des bénéfices haussiers ne pourront être mis à profit pour ceux qui veulent entrer sur ce projet que si vous achetez des prix très bas sur support. On n'achète pas le milieu du range sur AVAX par rapport au risque de dilution, et alors ceux qui veulent acheter des breakouts haussiers, vous allez vous faire péter les dents si ça passe pas. Ok? Comprenez bien ça. Par contre, toute personne qui a acheté l'année dernière sur AVAX, vous êtes pépère les bolos. Il n'y a pas de raison de vendre. Ok? Jamais je vous ai dit de vous séparer de vos AVAX. Personne n'a compris ça, bordel. Vous croyez que je vous force à vendre vos trucs. Mais non! Vous avez fait un très bon choix l'année dernière. Restez dedans, les gars! C'est parfait. Par contre, n'oubliez pas les TP partiels. Quand on est sur le haut de range, je pense que c'est pas débile d'encaisser. Vous avez certainement pas fait des x100, x200, d'accord? Mais si vous avez acheté à 10 $ l'année dernière, quand on est à 100, 120, vous avez quand même fait des jolis x10. Putain, faut que vous réalisiez, les gars, ce que ça représente de faire x10 sur des investissements. C'est beaucoup. C'est très bien. Maintenant, il va falloir transitionner ce projet. J'ai hâte de voir une roadmap pour 2022 d'Avalanche. Si tel est le cas, on fera une mise à jour de cette vidéo. Par rapport à aujourd'hui, je ne change pas ma perspective d'investissement dû au niveau d'inflation stratosphérique, à toutes les zones d'ombre qu'il y a sur la diversification et la distribution du supply qui m'empêchent de suivre ce qui se passe réellement sous la surface. Donc, en l'absence d'informations, je considère ça comme un risque et je vois une dilution du supply qui est clairement là. Je ne veux pas me positionner face à ces risques. Pourtant, je vois du potentiel haussier. C'est juste que je ne suis pas sûr de pouvoir le capter sur les prix. Voilà la conclusion d'Avalanche. Je suis navré. Si vous pensiez que j'aimais pas ce projet, vous n'avez rien compris. J'adore. Je pense qu'il y a une très belle vision, mais elle est évidemment comme d'hab, pas du tout là où les gens la voient. Donc, si vous vous êtes fait laver les neurones par la Vax Army, j'espère qu'au moins je vous aurai réveillé aujourd'hui sur la véritable valeur de ce projet pour voir où est-ce qu'il faut mettre vos petites lunettes pour regarder attentivement. Tout se cache dans les subnets d'Avalanche. C'est là que la valeur se trouve. Ok ? Il n'y a aucune compétition par rapport à Cosmos. Pour le situer dans l'écosystème global, pour moi, la place d'Avalanche, c'est ni plus ni moins qu'il faut créer une demande à partir de rien sur Avalanche. Ça n'est pas de pomper la DeFi d'Ethereum, ça n'est pas d'essayer de pomper les NFT, il reste chez Ethereum et chez Solana. Il faut créer une nouvelle demande. Et je ne vais pas vous mentir, elle est institutionnelle. Avax doit attirer les pros. Et s'ils réussissent à faire ça, si je commence à le voir avec des traces dans les subnets, vous pouvez être certain, les gars, que je vais l'acheter, votre jeton. Mais pour quitter la zone de valeur dans laquelle on est aujourd'hui, des 20 à 30 milliards de dollars de market cap, je ne vois pas de potentiel haussier sur Avax dans le potentiel actuel. Je vois surtout des risques de dilution et des risques en plus de... Ça peut très vite se retirer la mer entre les venture capitalistes qui ne feront pas de vieux os s'ils veulent changer de projet, ils vont vous vendre. Et je ne suis pas sûr que vous puissiez absorber les ventes. Et deuxièmement, de comprendre donc que, en plus de ça, la plupart des protocoles DeFi déployés aujourd'hui sont des forks ou des copies. Donc, la mer peut se retirer très vite sur Avax. Les risques baissiers sont là. Je ne pense pas qu'ils se matérialiseront, raison pour laquelle je continuerai de supporter le jeton sur la zone des 50 $. Mais il me faudra aussi des signaux. J'achète pas à l'aveugle non plus. Ok ? C'est toute affaire de gestion du risque. J'arbitre le haut de range, j'achète le bas de range. Voilà ce que je ferai sur Avalanche. C'est tout ce que j'y vois. Je vois plus d'intérêt directionnel cette année sur d'autres projets. Mais si Avax arrive à capter l'intérêt des professionnels, là, on pourra viser des trucs beaucoup plus intéressants. Là, on pourra viser de se positionner 5e ou 4/5e, etc. Et je vous dis, l'arrivée des institutionnels, si c'est bien ça, il y a beaucoup de gens qui veulent se positionner dessus. Cosmos est en avance sur ce niveau-là, donc il ne faut pas chercher à faire comme Cosmos. Il faut faire vraiment un truc qui est purement orienté vers les institutionnels. C'est le choix que vient de faire Link dans sa roadmap. Je veux voir la roadmap d'Avalanche et je veux la voir targeter ces putains de professionnels. Si c'est le cas, tous les signaux acheteurs d'Avax, je vais sauter dessus. Voilà les gars, j'espère avoir fait un tour complet. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous ne serez pas déçus. J'espère surtout que vous aurez regardé jusqu'à la fin parce que je suis effectivement pas cool. C'est-à-dire que j'ai commencé par les trucs pas sympas. Mais si vous avez tenu jusqu'au bout tout en étant de la Vax Army, je pense que vous aurez probablement une vision aujourd'hui beaucoup plus éclairée du projet sur lequel vous avez mis des thunes. Allez, bye bye!